Le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est sur soi, parce qu'à chaque fois qu'on se forme, on acquiert de la connaissance, et ça, en fait, on perdra jamais. En fait, on peut perdre tout ce qu'on a, mais on peut pas perdre qui on est. Tout ce qui nous arrive ici sur Terre, les challenges qui nous arrivent, sont des opportunités pour nous de reconnaître, accepter, aimer un trait de caractère qu'on n'a pas reconnu chez nous. À chaque fois que l'entreprise a un plafond de verre, c'est juste moi qui ai un plafond de verre. Pour moi, un bon coach, ce serait quelqu'un qui est capable de questionner pour amener une transformation de manière rapide et durable. Les amis, bonjour, bienvenue dans Parole de coach. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un ancien sportif de haut niveau et il va se présenter et vous dire qui il est et ce qu'il fait. Mais c'est une personne qui a surtout inventé une méthode qu'on appelle la dépolarisation. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Pierre David. Pierre David, bonjour, welcome, bienvenue dans Parole de coach. J'espère que tu vas bien. On s'est vu il n'y a pas très longtemps de ça à ton séminaire Tilt et je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui parce que tu fais partie pour moi des personnes qui ont vraiment une grande place dans le coaching, dans le monde du coaching aujourd'hui et je suis très heureux de t'accueillir. Ah bah super, salut Mehmet et bonjour à tous et merci de m'accueillir sur Parole de coach. Comment tu veux te présenter? Moi, je t'ai présenté comme ancien sportif de haut niveau, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, sur ton parcours pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas? Ouais, c'est ça, ancien sportif de haut niveau, donc ancien membre de l'équipe de France en salle de boxe française. Et la particularité qui fait toute l'histoire ensuite, c'est que j'étais tout le temps numéro 2. J'étais jamais numéro 1, tout le temps numéro 2. Et à l'époque, j'avais commencé à me former, enfin déjà à suivre en tant qu'individu des séances de préparation mentale classiques en équipe de France, me former en hypnose à l'école centrale d'hypnose, me former avec David Lefrançois sur l'Institut de neurosciences. Ouais, j'ai découvert plein de méthodes qui, moi, m'ont aidé, mais m'avaient pas aidé à vraiment résoudre le blocage. Et donc, j'ai continué de me former. Enfin, je suis parti 20 jours méditer chez des moines en méditation vipassana, donc 20 jours sans lire, sans écrire, sans parler, et jusqu'à finir à me former avec le docteur John DeMartini aux États-Unis. Et voilà. Et là où j'ai vécu un truc qui s'est passé et qui m'a vraiment débloqué. Et derrière, j'ai adapté ça aux sportifs, et donc j'ai créé j'ai amené le concept de dépolarisation, et deux, j'ai créé l'Académie de haute performance où depuis 6 ans aujourd'hui, depuis avril 2019, on accompagne des sportifs, des entrepreneurs à enlever un plafond de verre le plus rapidement possible. Et on a accompagné aujourd'hui plus de 1500 athlètes, entrepreneurs, étudiants, militaires, etc. à pouvoir se libérer. Donc voilà, en quelques mots. Aujourd'hui, tu vois, le marché du coaching, il évolue. Les personnes aussi cherchent des méthodes comme la dépolarisation pour aller extrêmement vite au résultat. C'est quoi ta philosophie aujourd'hui dans l'approche avec la dépolarisation et ta vision du coaching avec cette méthode? Moi aujourd'hui, je suis vraiment sur. Ça a commencé ça avec un petit différentiel que j'avais à l'époque avec mes mentors en hypnose, où on travaillait beaucoup sur les croyances limitantes. Et je voyais que moi en hypnose, j'avais déjà des résultats, mais je sentais à titre personnel qu'on pouvait aller plus loin, et notamment sur la pyramide de Robert Dills. Pour ceux qui connaissent, tout en haut, on a l'identité. Et je me questionnais sur qui j'étais à l'époque et cette histoire d'identité. Et chez les moines en Vipassana, j'ai pris un bon déclic en mode, j'ai réalisé qu'on était tout, et entre guillemets, l'idée que j'ai eue, ou ce qui m'est parvenu, c'est tout ce qui nous arrive ici sur Terre, les challenges qui nous arrivent, sont des opportunités pour nous de reconnaître, accepter, aimer un trait de caractère qu'on n'a pas reconnu chez nous. Et donc ma philosophie aujourd'hui du coaching, c'est d'aider les gens à réapproprier des parties d'eux qu'ils ont mis de côté par rapport aux conditions sociales et éducationnelles pour pouvoir justement passer un palier. Et quand on voit par exemple avec les sportifs, qui est le cas d'école pour nous, c'est des gens qui, mettons, sont tout le temps numéro 2 ou sur les marches du podium mais n'arrivent pas à franchir le cap. Et là, ils vont classiquement essayer de la respiration, de la visualisation, etc. Mais le corps, il s'engage pas dans l'action. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ont été polarisés par exemple depuis tout petit sur c'est mal d'être arrogant et du coup c'est bien d'être humble, ce qui crée une dualité entre arrogant et humble. Et en fait, vu qu'ils rejettent en eux la partie qui peut être perçue arrogant par les autres, eh bien ils s'éloignent de l'objectif et du coup ils s'autorisent pas à y accéder. Et en se réappropriant cette partie qui peut être perçue arrogante, je dis bien perçue parce que c'est qu'un concept, c'est pas un fait, bien d'un seul coup, du jour au lendemain, on a un athlète qui passait d'éternel numéro 2 à numéro 1 en seulement quelques semaines. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, tu sais, la pyramide de Diels, effectivement, elle a, moi j'utilise beaucoup aussi dans mes accompagnements, elle a cette particularité justement de reconnecter l'identité aussi au passage à l'action. Dans cette idée-là, en fait, qu'est-ce que toi tu utilises comme moyen pour refaire passer à l'action autre que justement cette pyramide de Diels? Est-ce qu'il y a d'autres moyens selon toi pour reconnecter quelqu'un à sa mission, à aller plus haut, aller plus loin, etc. Quelle méthode de coaching toi tu utilises aussi
en lien avec ça? Ouais, bah nous aujourd'hui c'est vrai qu'on est que sur quasiment que sur la dépolarisation, c'est-à-dire que la personne elle a un objectif et souvent elle l'atteint pas parce qu'elle a pas l'identité qui permet d'obtenir cet objectif-là. Soit on y va de manière plus classique et de manière consciente, c'est-à-dire ok, au lieu de te poser la question qu'est-ce que tu as envie de faire, pose-toi la question qui t'as envie d'être et que ferait le toi qui a déjà l'objectif que tu souhaites. Du coup, c'est vrai que l'environnement répond à notre identité et donc si j'ai pas l'environnement, donc le résultat que je veux, c'est peut-être que je suis pas encore l'être humain qui peut le générer. Donc, on va emmener les gens à vraiment se dire, ok, c'est quoi l'état d'être de la personne qui veut obtenir l'objectif. Et ensuite, après, nous dans les questionnements qu'on a, tout simplement, c'est là aujourd'hui tu veux être champion du monde, ou tu veux générer tel chiffre d'affaires. Quels sont les traits de caractère qui t'agacent le plus chez les autres? Parce que les traits de caractère qui nous agacent le plus chez les autres, c'est très souvent le trait de caractère que si on se reconnecte à celui-là, on va passer à un autre niveau. C'est ce qu'il y a de la résonance finalement chez l'autre qui nous agace, qui peut être finalement le levier pour aller chercher la performance et la réussite derrière, quoi. Ouais, en général, le trait de caractère qui nous agace à un instant T, c'est exactement celui que nous on réprime. Si on y accède, du jour au lendemain, le corps va pouvoir s'autoriser à aller vers l'objectif, mais de manière totalement naturelle et totalement fluide. Est-ce que tu as déjà eu un moment marquant comme ça avec un client qui t'a vraiment subjugué sur la transformation que tu lui as apportée? Ah bah justement avec un entrepreneur, c'était sur justement qui était polarisé sur cette notion d'éthique. Du coup, plafond de verre, il s'autorise pas à passer un autre palier. On récupère la partie éthique et du jour au lendemain, pouf, en fait, c'est pas éthique ou pas éthique, c'est juste moi je sens mon que c'est juste et après les autres peuvent le juger pas éthique ou éthique et du jour au lendemain ça a débloqué. Voilà, ça c'était l'exemple typique et en fait le plateau de verre, le plafond de verre a été franchi comme ça. Sur un autre, c'était sur la mission. Du coup, là, c'était dépolarisation classique sur le premier cas. Deuxième cas, c'était la dépolarisation inversée. Dépolarisation inversée, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va se minimiser, on va se dire, ah, par exemple, je suis pas connecté à ma mission, je devrais être dans ma mission, etc. Et avec un entrepreneur comme ça, où justement, on a dit, ok, mais tu te compares par rapport à qui? Bah, eux, ils sont au service des autres et tout. Moi, j'ai que de l'argent. Et du coup, on a regardé sous quelle forme aujourd'hui il était connecté à sa mission. Et en fait, en se reconnectant à sa mission et en arrêtant de la minimiser, du jour au lendemain, pareil, l'entreprise, elle s'est redéveloppée. Ça, c'est des cas dans l'entrepreneuriat et dans le sport. Autrement, j'ai Jessica justement qui était aussi meilleure titre, Jessica Chavannes en jet ski à bras. La fille, elle enchaînait du jet, super potentiel et tout, mais elle faisait jamais de podium. Moi, je lui dis, ok, c'est quoi le trait de caractère qui t'agace? Donc, ça faisait 5-6 ans à haut niveau et pourtant, elle faisait pas de podium. Les traits de caractère qui m'agacent, c'est l'arrogance. Qui est-ce que tu perçois comme ça? La première. Et on fait une dépolarisation dessus. Et c'est pareil, en 6 semaines plus tard, elle faisait son premier podium et 3 mois plus tard, elle faisait championne du monde et derrière, élue en 2023 meilleure pilote de jet ski, toute catégorie confondue. Donc, ouais. Grosse consécration, hein, putain. ouais. Et quand tu accompagnes des clients comme ça, est-ce que tu te souviens d'un client, enfin d'une personne qui t'a amené une grosse leçon de vie sur toi-même? Wow, sur moi-même, il y a eu le tout premier cas d'école, Michel Comte en judo, en vétéran, où pareil, le gars, les 4 ou 5 finales du championnat du monde et d'Europe confondues en judo, en vétéran, à chaque fois il perdait en finale, bref, et il voit les pubs, à l'époque, l'entreprise était beaucoup basée sur mon storytelling, et il voit la pub passer en mode, mais ce mec, c'est mon miroir, et du coup, je bosse avec, c'est pas, ça faisait 2 ans qu'il faisait de la préparation mentale classique, on bosse ensemble. 6 semaines après, il y a les championnats du monde à Marrakech, il m'invite, j'y vais, et là, il fait champion du monde, et genre, il fait champion du monde, comme ça, quoi, sans stresser, en fluidité. Et moi, à ce moment-là, j'ai vraiment les larmes aux yeux de gratitude, et je connecte en mode, waouh, je comprends pourquoi je devais perdre autant de fois en finale, c'est que mon destin n'était pas, entre guillemets, d'être champion du monde ou aller sur les championnats internationaux, mon destin était d'amener une nouvelle méthode pour le sport de haut niveau, et maintenant l'entrepreneuriat. Et là, ça a été, le gros learning en fait, il n'y a pas de défaite, il n'y a pas d'échec dans la vie, c'est juste que quand on perçoit qu'il y a un échec, c'est qu'on voit pas le plan dans la globalité et peut-être qu'on va échouer d'un endroit pour nous préparer à une victoire autre part. Excellent. C'est vraiment le genre d'histoire que j'adore. Pour revenir un peu plus, tu sais, sur le marché du coaching, c'est quoi ta vision en fait de l'évolution du marché du coaching ces dernières années? Tu le vois comment par rapport justement à toute l'évolution qu'il peut y avoir? Alors les dérives aussi, mais comment tu vois ce marché aujourd'hui dans son évolution? Je l'analyse
peut se marcher, mais dans tout cas, ce que je peux percevoir, enfin, dans le combat dans lequel je suis aujourd'hui, j'ai plus sur la préparation mentale que dans le coaching, je pense, ou sur Ouais. la préparation mentale. Pour moi, sur la préparation mentale, ce que je vois, l'évolution du marché, c'est que je vois qu'il y a on a tout vu. On a vu des formations qui délivraient des certifications de coach en quelques semaines, sans avoir de distanciel ou de présentiel, mais de contact humain avec quelqu'un, et juste en ayant des PDF et des vidéos en ligne, les gens étaient certifiés coach. Là, pour moi, je trouve que c'est une aberration, et du coup, ça crée des gens qui derrière, ça fait accompagner, etc. Et à l'autre extrême aussi, moi, je suis confronté plus aujourd'hui à des universitaires qui, eux, se sont formés qu'avec un entre-soi, qui ont des diplômes soit de psychologie, docteur en psychologie, etc., mais qui savent pas transformer les gens rapidement et qui parlent que de théorie, et qui sont que dans des laboratoires, payés par les universités, et du coup, ce sont des fonctionnaires en quelque sorte, qui eux vont tenter d'injecter leur valeur en mode la préparation mentale ou l'accompagnement devrait être comme ça, et tout ce qui est pas comme ça devrait être dangereux, est dangereux, manipulateur, etc. En plus, ils sont polarisés sur l'argent. Donc, bref, donc je vois vraiment l'extrême de ceux qui sont vraiment ici pour faire du cash et qui sont prêts à vendre des formations en coaching avec 3 PDF. Et dans l'autre extrême, je vois des profs, des chercheurs qui eux sont pas du tout sur le terrain et qui ont du temps pour faire du lobbying pour protéger la formation, mais en la tirant vers le bas parce que ils se basent sur des théories qu'ils n'ont pas remis en question depuis 50 ans. Donc voilà comment je vois le truc aujourd'hui. C'est une analyse très pertinente et c'est vrai que c'est des choses qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Et selon toi, aujourd'hui, un bon coach, c'est quoi alors du coup? Il doit se former à quoi ou il doit être dans quel genre de vision et de posture peut-être? C'est marrant, j'aime me mettre à la place des universitaires qui projettent leurs valeurs, mais si je projette mes valeurs et du coup de mon point de vue, pour moi un bon coach c'est quelqu'un qui a énormément bossé sur lui déjà. Je pense sincèrement que on transmet pas la théorie, ce qu'on a appris, mais on apprend par rapport à, on peut transmettre qui on est. Et donc pour moi, ouais, la base c'est quelqu'un qui est centré. Qui est capable de voir quand il projette ou quand il projette pas, qui a un certain niveau de conscience aussi sur ce qu'il joue justement dans la dualité, dans la matière, etc. Et qui sait poser des questions également neutres pour créer une transformation. Enfin neutre même dans le but de créer une transformation. Ouais, je pense que ce serait quelqu'un qui est capable de questionner pour amener une transformation de manière rapide et durable. Et du coup, tu Ça. donnerais quel conseil à quelqu'un qui cherche un coach pour l'aider à choisir? Ouais, de voir si la personne incarne ce qu'elle transmet, je pense déjà dans la vie. Nous, à l'époque, en dépolarisation, les gens qui venaient se former chez nous, on voyait que les gens les plus noirs, enfin les plus noirs dans le sens qui avaient des colères les plus fortes, c'était des gens qui étaient à fond dans l'amour inconditionnel, spiritualité, etc. Le monde des bisounours. Et finalement, ceux qui avaient les colères les plus noires, quand on les challengeait un petit peu ou qui se braquaient un petit peu plus. Donc, je pense que ouais, pour le trouver, je pense que peut-être le bouche à oreille est une bonne chose, je sais pas, mais ouais, au moins regarder si la personne incarne ce qu'elle dit. Si c'est pour le coup des business coach, être capable d'aller en transparence et voir ce que la personne a transformé. Moi, je sais que le tout premier business coach que j'avais pris, je sentais qu'en fait, il me répétait ce qu'il avait appris, mais que c'était pas incarné, quoi. Donc L'incarner, pour toi, ça veut dire quoi? l'incarner pour moi, c'est vraiment que la personne transpire et vit ce qu'elle dit et l'a pas juste appris de manière théorique. Donc c'est vraiment ça. Et aussi, ouais, j'éviterais les coachs très vite. Aujourd'hui, si je devais me faire accompagner, j'éviterais les gens qui disent il faut que tu fasses ça, tu dois faire ça en boucle et qui mettent des injections de valeur. Voilà, je pense que le but d'un coach, c'est de trouver justement le système de priorité intrinsèque de l'autre, qu'est-ce qui est prioritaire pour l'autre et comment justement l'aider à vivre à travers ça, tout en sachant que ce qui est prioritaire pour l'autre, c'est pas ce qui est prioritaire pour nous. Tellement vrai. C'est quoi le conseil le plus étrange ou contre-intuitif que tu as donné à un client? Ah ça pour le coup, j'ai une athlète du coup plusieurs fois championne du monde en karaté à l'époque qui avant les JO de Tokyo 2021 vu que c'était décalé d'un an, elle arrive en mode faut absolument que j'aille aux JO, si je vais pas au jeu c'est la fin de ma vie, etc. C'est le seul titre qui me manque. Et nous ce qu'on a fait, on avait fait les 2 séances du process de polarisation classique inversée avant, on les a fait vraiment en raccourci au lieu de les étendre sur 15 jours.
jours. Et là, du coup, je lui ai fait... donc, elle voulait absolument aller aux Jeux Olympiques. Du coup, ce qu'on a fait, ce qui est contre-intuitif, c'est qu'on a regardé 50 inconvénients à aller aux Jeux Olympiques et 50 bénéfices à pas y aller. Et donc, nous, le conseil le plus contre-intuitif qu'on fait, mais avec tous les athlètes qui sont aujourd'hui médaillés olympiques, champions du monde et tout, on leur a tous fait ça. On leur montre peut-être, on leur demande de noter 20, 30, 40, voire des fois 50 dans ce cas-là, inconvénients à obtenir l'objectif. Et du coup, ce qui est hyper contre-intuitif et paradoxal, et je me rappelle, un jour, un de mes séminaires, il y avait un coach un coach qui était là, il dit mais attends, t'as pas peur d'être démotivé? Je lui dis bah si l'athlète il se démotive, ça veut dire que c'est pas fait pour lui. C'est-à-dire que si l'objectif est vraiment aligné avec nous, on doit être capable de voir autant de bénéfices que d'inconvénients et de se dire en fait j'y vais, et j'y vais pas pour obtenir des bénéfices, j'y vais juste parce que j'y vais et je sens que c'est mon destin d'y aller. Donc le conseil le plus contre-intuitif, c'est de regarder quand on a un objectif qui est important pour nous, c'est de regarder peut-être 20, 30, 40 inconvénients à l'obtenir et 20, 30, 40 bénéfices à pas l'obtenir afin d'être totalement dépollué de la peur d'échouer. Ouais, carrément. Et pour avoir fait l'exercice, parce que j'étais à ton séminaire, j'en ai sorti, je crois, une bonne quinzaine, et c'est trigger de ouf le truc. C'est vraiment intuitif, c'est vraiment, ça te sort les trucs, tu te dis mais non, c'est pas possible. Et en fait, plus tu déconstruis, plus tu dis ah ouais, mais ouais, en fait, et c'est presque, le truc se dissout en fait. Ça se dissout en nous en fait. C'est comme si tu veux fondre les croyances, tu vois, comme si elles disparaissaient, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Le but de cet exercice, c'est vraiment de faire tomber l'objectif du piédestal. Encore une fois, être, faire, avoir, et c'est de faire tomber le avoir, donc l'objectif du piédestal, pour justement se concentrer à qui on est et se dire, bah, tu sais quoi, que je l'ai ou que je l'ai pas, j'y vais et je donne tout, en fait. Et le paradoxe, c'est ça, c'est quand on est prêt au pire qu'on peut accueillir le meilleur. Donc moi, je dis tout le temps, quand tu arrives en compétition, la personne la plus dangereuse, entre guillemets, en compétition, c'est celle qui a pas peur de perdre. Parce que celle qui a pas peur de perdre, bah, tu sais qu'elle va tout donner. Autre question un peu décalée, quelle est la plus grande idée fausse que tes amis ou ta famille avaient sur ton métier au début? Waouh! Alors, quand j'ai commencé à me former en hypnose, j'ai un de mes proches qui m'a dit, et puis vu que j'ai fait hypnose et institut neurosciences directement, du coup j'ai mis tout mon argent de côté dans ces formations-là, et les gens m'ont dit mais t'es fou, t'es fou de mettre autant d'argent dans de la formation, quoi. Ça c'est du coup la plus grosse idée que j'ai eue, et ce qui aurait pu me faire douter un moment, c'est vraiment est-ce que j'investis au bon endroit, et du coup de mettre de l'argent dans une formation, c'était comme si j'aurais dû l'investir ailleurs, et ça c'était la plus grosse idée fausse, parce qu'aujourd'hui je vois que j'ai un budget de formation, alors forcément j'ai plus les mêmes moyens qu'il y a 10 ans, mais j'ai un budget de formation qui est je pense pour quelqu'un qui est pas entrepreneur, qui est genre je pense ce serait quoi le mot, insolent. J'ai un budget de formation qui est vraiment très gros par an, mais je vois qu'à chaque fois que je me forme, le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est sur soi, parce qu'à chaque fois qu'on se forme, on acquiert de la connaissance, du savoir, de la connaissance, et ça, en fait, on peut pas on le perdra jamais, en fait. On peut perdre tout ce qu'on a, on peut perdre tout ce qu'on a, mais on peut pas perdre qui on est. Donc, le conseil le plus, c'était, waouh, mais t'es fou d'investir autant dans des formations d'accompagnement. C'est souvent la réaction des personnes qui n'ont pas, en fait, pris l'habitude d'investir sur elles. Ouais, c'est ça. Quelles évolutions ou réformes aimerais-tu voir dans le secteur pour tu vois, professionnaliser davantage nos métiers de l'accompagnement? Est-ce que tu verrais des choses à changer aujourd'hui en France, évidemment, dans le système? Est-ce qu'il y a des choses qui devraient bouger? Alors là, j'ai pas vraiment... non, là-dessus, j'ai pas d'idée. J'ai une idée, mais qui ferait peut-être disparaître à terme le métier de coach, je sais pas. Non, pour moi, ce serait d'apprendre ça à l'école, tout simplement. Quand on est gamin, à apprendre justement qui on est, c'est quoi une émotion, c'est quoi une pensée, comment se créer la réalité extérieure. S'il y avait une grande réforme que j'aurais qui changerait plus les choses, ce serait apprendre la connaissance de soi à l'école et du monde. Mais sur le métier en tant que tel, j'ai pas vraiment d'opinion. J'essaye de faire moi ce que je peux avec l'Académie de l'Haute Performance en créant une formation qui est solide sur plusieurs mois. Mais après chacun pense comme il le sent là-dessus. Est-ce que justement, tu aurais un dernier conseil à donner à des personnes qui veulent se lancer dans le coaching ou dans les métiers de l'accompagnement? Ouais, je pense que c'est vraiment bien choisir la formation, ça c'est clair. Ne pas hésiter à mettre le prix dans la formation. Là, c'est paradoxal, parce qu'on peut voir des trucs à formation assez chers, mais qui n'ont pas vraiment de contenu de ce que je peux percevoir sur le marché. Et aussi ensuite de continuer et d'avoir de la formation continue. Je pense que ça c'est qui a fait mon évolution, où sur l'Académie de l'Haute Performance, sur la préparation mentale, on a atteint
on a atteint des gros track records quand même par rapport à ce que les concurrents faisaient. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est que j'ai pas arrêté de me former depuis aujourd'hui 8 ans. Je me forme constamment. J'étais encore à l'heure où on fait l'enregistrement, j'étais encore il y a un mois, j'étais encore au Mexique à me former. Je me forme à Denver encore une fois par an, souvent avec Donny Epstein ou John DeMartini. Donc je pense que c'est ça, les gens qui veulent se lancer, c'est d'y aller corps et âme et de pas hésiter à faire plusieurs formations, changer de point de vue, changer de regard et surtout bosser sur soi, quoi. Si j'entends bien ce que tu dis, c'est aussi des formations, pas uniquement que sur des spécialisations, mais c'est des formations à 360 sur l'être, sur la compétence, sur tout, quoi. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que je me forme plus vraiment en termes de compétences. Je me forme plus en termes de moi, vivre sur moi, en fait, et à chaque fois avoir des niveaux de compréhension de plus en plus grands. Et je vois qu'à chaque fois, en fait, une fois qu'on a quelques bonnes formations de base, après c'est que du travail sur soi qui permet de se dire waouh, ok, j'ai pas eu ça sous cet angle. Après, on teste avec quelqu'un, on dit ça marche, et du coup, on est plus efficient dans l'accompagnement, quoi. Ouais, c'est la curiosité en fait d'explorer les diverses parties de soi, en fait. Ouais, c'est clair. Et moi, je vois vraiment aujourd'hui l'entreprise académique de la haute performance se développe au même niveau où je me développe. Et à chaque fois que l'entreprise a un plafond de verre, c'est juste moi qui ai un plafond de verre. Donc, s'il y a des gens qui se lancent dans l'accompagnement, qui veulent développer, alors déjà une bonne formation, et deux ensuite qui veulent développer leur entreprise, c'est clair qu'à chaque fois. Alors bien sûr, il y a des bases de marketing à avoir, bien sûr, il y a tout ça, mais par contre après, c'est que si ça suffit pas, c'est que derrière, c'est un blocage interne. Ça, c'est aujourd'hui, j'en suis quasiment persuadé. Bah écoute, merci vraiment pour tous ces tips et ces conseils. Du coup, on arrive à la fin de l'interview. Comment on fait pour te retrouver? À quel endroit tu es? Et quelle est ton actualité? Est-ce que l'actualité du moment, on a parlé du séminaire, mais est-ce qu'il y a autre chose? Avec plaisir pour se retrouver. Il y a l'Académie de haute performance, le site. On a pas mal d'articles de blog qui sortent. Et on a mon dernier livre, Reprenez contrôle, qui est sorti le 12 février, qui met un autre point de vue justement sur ce que j'ai appris ces dernières années. Merci énormément d'avoir pris ce temps avec nous et on se retrouve les amis pour un prochain épisode de Parole de coach. Merci Pierre-David.